Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Farhat et Ali, nous avons démarré. Bonjour amis auditeurs, le Café des Experts Éco est de retour. Je dis Farhat et Ali parce que Farhat et Ali est tout feu tout flamme ce matin avec nous pour ce numéro de fin d'année. Également évidemment Morad Goumeri, le professeur Morad Goumeri. Bonjour mes amis, bonjour. J'espère que tout va bien. L'année se termine bien. Dans la plus grande des incertitudes. Ça dépend pour qui. Ouais. Ça dépend pour qui. J'allais le dire justement. Dans la plus grande des incertitudes. Oui, c'est assez stressant, mais bon, on va retenir que nous sommes toujours là, que nous sommes revenus donc comme d'habitude un lundi sur deux, que nous sommes en bonne santé et cela suffit à notre bonheur et notre bonheur c'est aussi de retrouver évidemment nos amis auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à suivre le Café des Experts Éco. Nous allons parler aujourd'hui d'un événement, d'une phrase, de quelque chose qui peut-être dessine notre avenir, notre prochain avenir. L'Algérie, grand exportateur d'hydrocarbures, gaz naturel, celle qui devait se prolonger le plus longtemps, parce que tout le monde sait que les réserves de gaz sont plus importantes que les réserves de pétrole et que donc l'Algérie a le potentiel d'être un exportateur de gaz pendant beaucoup plus longtemps qu'elle n'est un exportateur de pétrole. Il y a eu cette déclaration de M. Mostafa Guitouni, ministre de l'Énergie, pour nous dire que si nous ne faisons pas ce qu'il faut, dans 3 ans, on n'aura pas assez de quantité de gaz, de volume à exporter. Évidemment, 3 ans, tous les spécialistes se sont rendus compte que c'était une erreur. Nous avons toujours travaillé sur un scénario de 2030. Alors, messieurs, première question. Qu'est-ce qu'a voulu nous faire comprendre Mostafa Guitouni? Peut-être qu'il a fait exprès d'exagérer le trait. Il faudrait peut-être inscrire ça dans le contexte de la discussion qu'il a eue avec des parlementaires, je crois. Donc, il faut voir le reste de la conversation. Maintenant, s'il voulait leur vendre une option quelconque, par exemple l'option du gaz de schiste, ce que je soupçonne, en spéculant un petit peu sur leur frayeur, et particulièrement sur leur débilité, ce qui est malsain pour un ministre, d'insulter l'intelligence de ses vis-à-vis, particulièrement si c'est des parlementaires, parce que cette histoire de 3 ans ne tient pas la route. Même si, dans l'absolu, nous n'avons pas la possibilité d'exporter, comme le prétendent certains, jusqu'à 2050. On peut rappeler les chiffres, en 2017, on exportait pour 44 milliards de mètres cubes. De mètres cubes. Ce qui est très loin des 65 milliards qu'on est supposé exporter de toute façon, en ce moment. Autant la consommation interne avance, autant l'exportation recule. Mais il se trouve que si on avait un palliatif, une compensation sur le conventionnel, sur le gaz conventionnel, s'il y avait eu des découvertes exploitables et exploitées, on n'en serait pas là. Mais manifestement, les champs matures, ils sont en péril. Parce que là aussi, c'est quelque chose que le ministre n'a pas dit. Hasselman, qui produisait 85 milliards en plateau, est descendu de 25% depuis 2008. Donc il y a un déclin. Ce déclin n'a pas été compensé par les nouveaux champs. Automatiquement, de mon point de vue, au lieu de courir derrière des chimères et aller chercher des ressources dans le schiste ou dans des aventures non garanties, ils auraient pu quand même penser justement à améliorer le rendement des puits. Le rendement des puits. On va y arriver. Morad Goumeri, est-ce que Mostafa Guitouni s'est, selon toi, trompé, ou est-ce qu'il voulait exprès alerter les Algériens pour leur dire, les Algériens, quel rôle ils ont d'ailleurs à jouer, pour leur dire que si on continue comme ça, on n'a plus de ressources à exporter, de ressources gazières? Je ne sais pas s'il s'est trompé. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres qu'il avançait ne tiennent pas la route, comme vient de le dire Farhat. Maintenant, est-ce que pour une fois, c'est le gouvernement qui est très pessimiste et c'est le CEE qui est optimiste. Hein, voilà, on va inverser un peu les rôles. Oui, bon, mais ça fait rien, ça nous fait pas de mal. Au niveau mondial, le problème des réserves pose un problème terrible en termes de bourse, par exemple, en termes d'investisseurs, etc. Donc, il est connu que tous les pays exagèrent d'une manière importante les réserves. Parce que, bon, il y a, là aussi, dans les réserves, il y a les réserves qui sont sûres, etc., puis les réserves potentielles, etc. Donc, c'est quand même... Irrécupérable. Voilà, irrécupérable.
Donc, et bien entendu, si les efforts d'investissement sur un puits qui existe déjà, ou sur des puits potentiels, ou sur la recherche et exploration, ne se fait pas d'une manière régulière, eh bien, on commence à avoir des régressions dans la production. Ensuite, il y a l'arbitrage entre le domestique et l'exportation. Bon, les efforts de gazéification des ménages en Algérie et aussi industriels a été très important. Et maintenant, il atteint des niveaux tels que chaque fois qu'on ajoute ou qu'on essaye de raccorder, ça coûte de plus en plus cher. Ça coûte de plus en plus cher. Bon, les gens dans les points les plus reculés utilisent la bouteille de gaz. Le raccordement au gaz naturel, ce qu'on appelle gaz de ville, il y a aussi un programme. Donc cet arbitrage entre la consommation domestique pour les besoins domestiques se fait par soustraction aux potentialités que l'on exploite par rapport à l'exportation. Alors, donc, de deux choses l'une. Soit on fait en sorte de diminuer la consommation domestique, et le seul élément, à mon avis, qui puisse le faire d'une manière substantielle, c'est les prix. À combien on cède le gaz algérien pour les ménages et pour les industries, par rapport à ce qu'il nous rapporterait si on les exporte. Et là aussi, au niveau de l'exportation, l'Algérie n'est pas maîtresse des prix internationaux. Alors, sachant que il y a un pont fécond entre le prix du gaz et le prix du pétrole. Bien. Alors, on va arriver à la problématique des prix, mais je voulais rester encore un instant sur celle des volumes. Parce que, bon, les prix, c'est pas entre nos mains. Les volumes, dans une certaine mesure, ça peut l'être. Si on produit plus, si on relance l'investissement dans l'amont pétrolier, si là aussi les volumes disponibles, on parle des volumes disponibles pour l'exportation, si on arrive à maîtriser la demande domestique, ça c'est entre nos mains. Alors ma question c'est sur l'offre de volume, sur la disponibilité de volume, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour ne pas arriver à la déclaration de Guitouni? Justement, l'offre de volume est tributaire aussi des prix. Parce que les investissements sont déclenchés par les prix. Exactement. Oui. Donc on ne peut pas avoir une offre de volume si les prix sont au plus bas. Aujourd'hui, on n'a pas investi. À l'époque, on vendait pratiquement sur des contrats à long terme à $11 le million de BTU. Aujourd'hui, le spot aux États-Unis, il est à 2,70, 3,10, ça dépend, il fluctue entre 3 et 2,5. À Rotterdam, il tourne autour de 5. Donc, il faudrait le GNS sur le marché du Sud-Est asiatique pour arriver à $7 le million de BTU. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui, justement, d'explorer, de trouver des investisseurs, ce dont je doute formellement, au cours actuel du gaz, les gens ne vont pas quand même s'investir sur leur fonds. Alors, je vais vous poser une autre question. C'est quoi l'enjeu finalement de l'exploitation du gaz en termes de prix si on devait se projeter sur 20 ans et sur une offre mondiale qui va rester expansive, notamment à cause du gaz de schiste? C'est 6, 7, 8, 9, 10 milliards de dollars par an Non, actuellement on est à 7. Le pétrole, le gaz naturel et le GNL, tout confondu, tout additionné, rapporte moins de 10 milliards de dollars par an. Milliards de dollars, oui. Bien. Et la perspective, c'est que ça va rapporter de moins en moins, parce que nous aurons de moins en moins de quantités à exporter. Si on devait s'aligner sur le spot américain avec les quantités actuelles, on est sur celui de Rotterdam. On n'en tirera pas plus de 3,7 à 4 milliards de dollars par an de toute cette quantité. Parce qu'il faut compter qu'un million de BTU, c'est à peu près 30 mètres cubes. Ajouter à cela la croissance économique mondiale. Parce que bon, là, on parle de l'offre, mais il y a aussi la demande. Les perspectives les plus optimistes actuellement parlent d'un ralentissement, de la consommation. Donc là aussi, ce ralentissement de la consommation va peser sur les prix, comme d'ailleurs aussi va peser les stocks. Il ne faut pas oublier les stocks qui jouent un rôle extrêmement important, plus les nouveaux venus. Je pense essentiellement au Qatar. Il y a 20 ans en arrière, ce pays ne disposait pas de quantités importantes. Aujourd'hui, non seulement le Qatar dispose de quantités importantes, mais il casse les prix pour prendre des parts de marché. Nos exportations naturelles
qui sont la proximité européenne, aujourd'hui, nous avons une très très forte concurrence par rapport à ce pays qui est bien entendu de 10 000 kilomètres de l'autre côté. Un autre problème, une expansion du renouvelable sous toutes ses formes. Hein. Il n'y a pas que le photovoltaïque ou le thermique solaire. En Europe, c'est l'éolien qui a le vent en poupe. Justement, voilà, pour ne pas faire dans le jeu de mots, il casse aussi les prix du gaz, parce qu'il oriente une bonne partie de la consommation mondiale d'électricité vers d'autres sources d'énergie. Est-ce que, monsieur, c'est une raison suffisante pour quitter une politique exportatrice? Là, on dit que ça ne rapportera pas plus de 5 milliards de dollars dans 10 ans, avec le train des prix. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on va se projeter vous êtes quand même attentif aux agrégats financiers. L'Algérie, en 2030, le moindre milliard de dollars d'exportation vaudra son pesant d'or. Compte tenu du déclin des volumes, est-ce qu'on peut réellement renoncer à 5 milliards par an? Pourquoi le moindre milliard de dollars? Si en 2030, on en est encore à chercher les dollars du pétrole, normalement, on ne devrait pas exister jusque-là. On devrait avoir disparu de la planète. On sait qu'on sera dans ce cas de figure. Non, ça je ne sais pas si on sera dans ce cas de figure. Avec la gestion. Vous avez vu des réformes qui vont lancer avec l'équipe actuelle et les équipes qui ont précédé depuis 1980. Oui, évidemment, ils sont partis dans leur tête. Psychologiquement, ils sont formatés hydrocarbures. Eux-mêmes, c'est des dérivés des hydrocarbures. Sans hydrocarbures, et on a beaucoup sans hydrocarbures. Sans hydrocarbures, on ne les verrait pas dans un écran de télévision. Tu m'as enlevé ça, hein. Donc, réellement, c'est vrai que dans 2030, 2040, 2050, je l'ai dit, en 2500, s'ils sont immortels, ils sont incapables d'imaginer une autre forme d'économie. Mais moi, j'imagine qu'en 2030, vendre pour 4 milliards de dollars de gaz, c'est une blague de mauvais goût. Alors que nous importons pratiquement pour 1,8 milliard de produits de transformation plastique, qui sont eux-mêmes justement tirés du gaz. On importe des produits finis. Donc, Guy Touni, la fin des exportations de gaz naturel algérien, bon, les experts disent que c'est plutôt du côté de 2030, sur le trend de 7% de croissance de la consommation domestique, le trend actuel, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, si ça permet de transformer tout le gaz ici pour faire une industrie. Évidemment. Mais la balance de vie, qu'est-ce que vous en faites, monsieur? Mais la balance de vie, justement, quand on économise les 2 milliards de dollars à la plasturgie, et on économise 2 autres milliards de dollars sur d'autres produits. La plasturgie, c'est une industrie qui est amenée à être sinistrée. Hein. Non, mais vous avez vu l'état des océans? En Algérie, en Afrique, elle ne sera pas sinistrée. Tout est plastique ici. Pour l'instant, nous importons. Nous sommes en train d'importer. Quand on dit, vous avez vu les océans, est-ce qu'il y a une alternative? C'est vrai que tout est pollué par la plasturgie, mais est-ce que quelqu'un a trouvé une alternative à ce genre de matériaux? Alors, d'ailleurs, une question très vite. On doit avancer. Oui. Il y a aussi la donne écologique. Il ne faut pas l'oublier, la donne écologique est de plus en plus, même si on dit l'accord de Paris, les Américains sont sortis, etc., il y a encore quelques jours, il y a eu une réunion, je crois que c'était au Brésil. En Pologne, pardon, et de plus en plus de pays s'engagent à diminuer l'effet carbone par rapport aux problèmes écologiques qu'ils posent et qui sont de plus en plus sérieux, tant au niveau météorologie et qui coûtent les yeux de la tête. Il y a eu un tsunami en Indonésie. Hein, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus récurrentes et il y a aujourd'hui un consensus mondial qu'il faut renoncer à les émissions de carbone. Pas renoncer, mais en tous les cas, substituer d'autres énergies beaucoup plus propres et beaucoup plus... Est-ce que vous diriez, comme les gens du ministère de l'Énergie et de ceux de l'industrie, d'ailleurs, qui tiennent un peu le même langage, qu'il est encore possible d'avoir un deuxième âge gazier algérien, comme il y a eu un deuxième âge pétrolier après la chute des quantités dans les années 80, arrêt du plan valide, et on s'est retrouvé dans la situation qu'on s'est retrouvé. Il y a eu une relance avec la loi de partage de production, je vais au bout de ma question, avec la loi de partage de production, et on a eu le bloc 404 de Hassi Berkin, qui est un peu l'incarnation du nouvel âge pétrolier algérien dans le bassin de Gadamez, et qui a permis de repartir sur 1,2, 1,4 millions de barils jour de production algérienne. Il y a eu un deuxième âge pétrolier. Est-ce qu'il y a eu un début de deuxième âge gazier avec le partage de production sur le site de Ain Saleh, BP Statoil, BP d'abord, ensuite Statoil. Est-ce qu'on peut imaginer que dans l'avenir,
en dépit de la sinistrose et de l'état dépressif des prix aujourd'hui, qu'il puisse y avoir encore, parce que sur le gaz, on est quand même sur un cycle géologique un peu décalé par rapport à celui du pétrole. Est-ce qu'on peut l'imaginer? Et, c'est ça ma question, à quelles conditions juridiques de loi? Quelle loi? Quelle attractivité? Justement, quand on est piégé dans des logiques erratiques, on recule et on avance, sans savoir exactement où on va. En matière juridique, ils sont en train de préparer une nouvelle loi sur les hydrocarbures. Cette nouvelle loi est censée faire preuve d'attractivité fiscale. Parce que pour l'attractivité géologique, il y a mieux quand même sur la planète que chez nous. Les spécialistes, monsieur. Qui c'est monsieur? Monsieur local. Non, j'allais dire monsieur Majid Attar qui aurait pu être avec nous aujourd'hui, aurait dit, non, on n'a pas encore tout prospecté. Monsieur Zourouch dit la même chose. Est-ce que تجيك في البال باللي مول الزلابية يقول لك راح تخلص المارشي نتاعها en 6 jours? Il va pas couler. Les pétroliers dans le monde entier, particulièrement chez nous, hein, parce que là, chez nous, il y a une double, je dirais, attractivité. Que les géologues et les spécialistes de Sonatrach, notamment ceux de la production, les 180 kilomètres carrés ou dire le nombre de forages au kilomètre carré, au milliers de kilomètres carrés. Le nombre de forages, il est l'un des plus faibles au monde sur le domaine minier algérien. C'est une réalité, parce qu'on a comme acteur Sonatrach principalement et qu'on n'attire pas assez de partenaires étrangers. Donc on est supposons qu'on change. On est sous-exploré, c'est une réalité. Non, on va être surexploré, surexploité et pratiquement sucé en matière financière. On va se faire avoir. Parce que supposons نبدلوا la loi sur les hydrocarbures ونقصوا يعني احنا la taxe sur les profits exceptionnels, ونقصوا كاع la fiscalité pétrolière تاعنا qui est déjà qui ont fait fuir les investisseurs. Non, mais à 60 c'est pas ça qui les a fait fuir. Non, quand le pétrole était à $148 en 2008, on avait zéro contrat de prospection, zéro contrat. Jusqu'à présent, il ne vient pas. Il ne vient pas. Toutes les compagnies mondiales, les grandes compagnies mondiales sont venues en 94, 15, jusqu'à 17. À cette époque-là, non, à cette époque-là, pourquoi? Parce qu'à l'époque, on était en difficulté. Donc, elles pouvaient poser des conditions pas fiscales, des conditions de partage de production. Mine de rien, aujourd'hui, elles n'opèrent que dans le gaz. La plupart des compagnies ADO en association à Sonatrach, chaque année, nous réexportons en devises entre 2 et 5 milliards de dollars. C'est quand même gros. Pour les partages de production. Oui, mais si le gâteau est plus grand. Non, il n'y aura pas de gâteau plus grand. Pour l'instant, les gens, ils leur proposent. Là, je suis un peu surpris. Là, c'est l'attitude de 1971 des nationalisations que supposons, non, est-ce que nous concevons le pétrole et le gaz comme rente ou là comme source d'énergie? C'est qu'on le concevait comme rente. Maintenant, on le conçoit comme étant une sorte de sérum vital. Mais on est mort. Donc, on essaie de faire le maximum de concessions. Ou tu vas faire le maximum de concessions. Ils vont demander le maximum sans venir. Imagine que ils les investisseurs. Les actuels contrats, ils vont s'adapter à la nouvelle fiscalité. Oh là là. Oui. Et on va se retrouver avec quoi? Avec une fiscalité qui diminue. Sans nouvel apport d'investissement. Voilà. Et cette équation-là, sous cet angle-là, cette variable-là, qui c'est qui l'a prise en compte? Il faudrait la prendre en compte. On risque de perdre plus qu'on gagne dans cette histoire. Oui, bon, moi je suis... Donc, j'en conclus en un mot. Plus d'attractivité, il faut avoir plus d'attractivité ou pas, Mourad Gomiri? Est-ce qu'il faut avoir plus d'attractivité? C'est ça la question qu'on est en train de traiter. Dans quel but? Est-ce qu'il y a une stratégie? Moi, chaque fois, je reviens à cela. Le but, je le dis. Est-ce qu'il y a une stratégie? Améliorer le taux de renouvellement des réserves, il a beaucoup baissé. Mais encore une fois, à partir du moment où il y a une déprime dans les prix, qui voulez-vous qu'ils viennent investir? Le calcul économique est simple. On vient investir, vous parliez de sous-exploration, mais l'exploration, ça coûte de l'argent. Et le résultat n'est pas forcément positif, c'est-à-dire que vous pouvez explorer et ne rien trouver au bout, ni huile, ni gaz. Donc, ce renouvellement ne peut venir qu'à partir du moment où vous avez les moyens de le faire. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de le faire. Donc, nous sommes obligés d'aller vers les investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers ne viendront pas. Alors, on leur baisse le risque. On les amène, c'est la thèse de M. Zourouch, 1% de taux de récupération de plus
sur Hassim Saoud, c'est l'équivalent d'un petit gisement découvert from scratch. Mais il faut les faire, 2%. On amène ouverture de l'investissement sur les gisements déjà existants. Oui. Je suis en train de prêcher des choses. 1% de taux de récupération, pas de récupération immédiate. Il faudrait étaler aussi dans le... Oui, mais le risque est moins important. Je suis en train de répondre à Mourad qui me dit qui va venir avec le risque qu'il y a. On fait baisser le risque, on ramène sur des gisements déjà existants pour améliorer là. Ou on achète des contrats de technologie, que c'est pas la peine de ramener un partenaire opérateur. C'est la question que je pose. Vous avez les ressources humaines. Vous avez vu ce qu'a dit le président de la 14 000 départs. Vous l'avez vu? Vous avez entendu? 14 000 départs sur la traque sur les dernières années. Est-ce qu'il s'est posé la question de savoir pourquoi les gens sont partis? Il veut les augmenter pour les retenir. Il y en a qui sont revenus. Il y en a qui sont revenus. Mais revenus pas chez Sonatrach, avec les boîtes étrangères. Pour travailler chez Sonatrach. Ils sont payés à $20,000 mois par les étrangers qui évidemment facturent beaucoup plus à Sonatrach. كانوا هنا ب 70,000 dinars et يندبوا لهم هذو les bureaucrates d'Alger parce que c'est l'une des rares compagnies au monde où il y a beaucoup plus de personnel loin des champs pétroliers qu'à côté des champs pétroliers aussi. C'est comme dans toutes les activités en Algérie. L'atelier c'est là-bas que ça travaille. Donc évidemment ils sont tous partis. Moi, je connais beaucoup d'ingénieurs, il y a même des amis en France, ils sont partis à Oman, au Soudan, au Qatar, un peu partout. Les gens, durant surtout le début des années 2000, ils se sont arrachés les compétences locales. Alors, on les a financés, on les a formés, ils sont partis sur le terrain, donc ils ont acquis une expérience extraordinaire qu'on peut avoir que sur puits et non pas dans l'administration. Et une fois qu'ils sont mûrs, là où ils commencent à devenir mature et à pouvoir produire et donner, eh bien, on vous les prend pour peanuts, pour alors, une poignée on a bien compris, le dollars. Café des experts éco a décidé qu'il ne se passera pas grand-chose de nouveau sur le front de l'attractivité pour produire plus de gaz dans les prochaines années. Et il y a quand même cette carte, cette carte du gaz de schiste qui est toujours agitée par le gouvernement, qui aujourd'hui revient en dit l'Algérie. Avant, c'était troisième potentiel mondial. Aujourd'hui, ce serait le deuxième. Ils seraient passés devant la Chine. C'est Sonatrach. Et donc, est-ce que vous considérez que c'est une possibilité pour passer au-delà des 5 milliards d'exportation dans les prochaines années? C'est une blague de mauvais goût, cette histoire. Ça fait maintenant, c'est récurrent depuis 2013 qu'on leur répète que eux, c'est des rentiers et que le gaz de schiste n'offre pas de rente. Le gaz de schiste aux États-Unis, c'est parce que sa fiscalité est quasiment nulle, il y a même du dumping, qu'il arrive non pas à être rentable, mais à être utile à l'économie locale. Les Américains ont une stratégie, c'est s'autonomiser vis-à-vis du marché mondial, mais après, même noyer le marché, mais pas pour gagner. C'est pas des marges énormes. Aujourd'hui, la plupart des boîtes qui travaillent dans le gaz et le pétrole de schiste sont coincées en bourse et avec les banques. Surendettement. Ce surendettement-là, déjà en même temps, au ministère de l'énergie algérien, il y a des gens qui attendent le crash du schiste américain pour rebondir avec leur pétrole conventionnel. En même temps, 2 heures après, dans un autre bureau, ils rennient la chanson inverse. Là où les Américains payent 2,5 millions maintenant de dollars pour un puits moyen, les Algériens paieront 7 minimum. Depuis quand des gens qui font des routes à 4 fois leur valeur internationale trouveront le moyen de faire des puits horizontaux? Tout le monde. Voilà, Margoul, il n'était pas tout seul dans une jungle. C'est tout un système qui est basé sur l'improvisation, la prédation, la mauvaise planification. Les essais qui ont été faits sur le spot à En Salah, qui a provoqué la mobilisation citoyenne, a montré des performances exceptionnelles. Bien supérieures à celles de la Pennsylvanie et du Texas réunis. C'est ce qui s'est dit. Le rapport technique dit qu'il y a un rendement sur ces puits-là. Je rapporte. Et donc une rentabilité attendue. Ça coûtera pas 7 fois plus cher. Ça coûtera pas 7 fois plus cher. Combien ils ont coûté les 2 puits? On va pas aller très loin. Mais combien ont coûté ces puits? À l'époque, un puits de gaz de schiste, c'est une durée de vie très courte. 4 ans maximum. Et 4 ans, mais en rectiligne, en linéaire. 80% de chute la deuxième année. Donc il faut creuser 2000 puits pour avoir 20 milliards de mètres cubes. Il faut creuser 2000 puits d'un coup. Et chaque année, il faut creuser la deuxième année 1500, après 1200. Donc il faut revenir à 2000. On va creuser des milliers de puits. Le même ministre qui dit les 62 l'année, on n'a rien creusé d'intéressant à la verticale. À part هذاك التيوب تاع مسيله اللي طاح فيه السيد تاع الماء ودوك انت دير لي à l'horizontale. Tiens قاعد تفهموا في l'horizontale ما خرجتوش السيد à l'horizontale.
Ça ne tient pas la route, on ne maîtrise pas. Les Américains insistent pour nous vendre leur surplus de tubulure. Les Américains battent 3 fois le ministère en 2013 parce qu'ils avaient des surplus, parce que ça ne marchait pas financièrement. Ils avaient une nouvelle technologie invendable ailleurs. Tiens, vous avez la 3e réserve mondiale. Hernandez, Obama. Quand on a fait des blocs, des faits schistes, est-ce qu'ils ont soumissionné? Non. علاش واحد يجي ينسيستي معاك كيفاش دير الشيست مي le jour où il faut soumissionner il est aux abonnés absents. Les Américains nous ont toujours pris pour des gnous et quelque part ils n'ont pas tout à fait tort. Bon, j'espère qu'ils entendent. Bon, on va arrêter avec l'offre améliorer l'offre de gaz, surtout avec le non conventionnel. On a très bien compris pourquoi ce serait compliqué. J'ai fait un petit peu l'avocat du diable pour que vous puissiez développer vos arguments, messieurs. Intéressons-nous maintenant à la demande. C'est peut-être de ce côté-là où on peut faire le plus de progrès pour, encore une fois, c'est le thème de l'émission, libérer des volumes à l'exportation. Faire plus d'efforts pour maîtriser une croissance échevelée de la demande domestique en gaz. Cette demande-là, elle est surtout absorbée, les gens ne le savent pas, par la génération d'électricité. Il y a tout un programme de génération d'électricité qui est basé sur les turbines à gaz. Comment peut-on tailler dans ce programme pour éviter de consommer 80 milliards de mètres cubes de gaz en 2030? C'est le pronostic. Lui, il est très sérieux, de M. Tawfiq Hasni. 80 milliards de mètres cubes qui seront pompés par la génération électrique en 2030 si on reste sur ce trend-là. Est-ce que vous avez un commentaire? Il faut pas disons, mettre en contradiction les programmes d'électrification en Algérie en disant c'est à cause d'eux que on n'arrive pas à exporter puisqu'on consomme au niveau national. Ça, à mon avis, c'est un faux débat et qui nous amène à mettre les gens les uns contre les autres. Il y a des arbitrages à faire. Il y a des arbitrages à faire à moyen et long terme. Ces arbitrages à faire doivent être construits sur une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut exporter le gaz? Est-ce qu'on veut valoriser un maximum de gaz en Algérie à travers tout l'amont, à travers toutes les industries gazo-chimiques? Toutes ces questions essentielles. Moi, je ne vois nulle part un quelconque organisme, puisque le Conseil national de l'énergie n'a pas ouvert ses portes depuis 20 ans, présidé par le président de la République, que je sache, et on prend ensuite des mesures. Il s'est réuni en février 2015, mais c'est de manière très informelle, pour annoncer la priorité nationale du renouvelable. Il y avait sur la photo, y compris, je crois, Gaël Saleh et le ministre à la marche. Vous avez à voir ces deux-là. Oui, c'est bizarre. Je crois que c'est prévu, le ministre de la Défense. C'est la classe politique qui est renouvelable. Qu'il faudrait renouveler. J'ai pas terminé. Bon, je suis d'accord sur ça, mais bon. Opposition incluse. Donc, à partir de ce moment-là, etc., il y a des lobbies, ça c'est clair, c'est très important, il y a des lobbies qui poussent à ceci, qui poussent à cela, etc. On peut être plus clair, le lobby du maintien de l'énergie des hydrocarbures en prime, du gaz de schiste, Voilà. J'aime bien qu'on soit précis. Oui, non, mais ce n'est même pas un lobby. Enfin, c'est des picassiettes. Des picassiettes, voilà. Très bien. Donc, si tu permets, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les effets. Dans le programme du président de la République, programme économique du président de la République de 99 que j'avais rappelé à Tamar, dont il était l'un des scripts, et on disait il faut sortir de la dépendance des hydrocarbures. 99. On prend les chiffres de 99 et on prend les chiffres d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on remarque? À la limite, on est au même niveau. Donc ça veut dire que toutes les politiques pendant 20 ans qui auraient dû tendre vers la diversification, qui auraient dû tendre vers la valorisation, etc., ont échoué. Donc quand on échoue, on fait autre chose. Là, on continue à traîner les mêmes, et encore une fois, c'est vrai qu'il y a des espèces d'instincts grégaires au niveau de ceux qui s'occupent de l'énergie, parce qu'ils se considèrent comme étant les seuls en Algérie qui produisent et qui exportent.
Moi, je connais les cadres de l'énergie. Ils considèrent les autres secteurs comme peanuts. Ils n'existent pas. C'est nous qui vous rapportons la rente. C'est grâce à nous que vous existez. Donc, tant qu'il y a... Alors, ma question, une seconde. Ma question, les sujets. Vous pouvez développer, mais juste la question intermédiaire. Ma question, c'était, du côté de la demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser une croissance l'une des plus rapides au monde de la consommation énergétique domestique. Est-ce qu'il faut agir sur la PRU? Est-ce que la PRU communique à la télévision? Ça ne tient pas la route. Est-ce que c'est des prix? Est-ce que c'est arrêter de déployer des canalisations pour emmener le gaz au sommet de la Kabylie et ailleurs? Parce que même au sommet de la Kabylie, il y a aujourd'hui le gaz naturel arrive. Est-ce qu'il faut aller dans cette direction? Quel est le moyen qui permet de limiter la demande? Ou est-ce qu'il faut laisser la demande évoluer? Non, il faut trouver un moyen de vivre sans ce gaz de malheur à l'export. Maintenant, si nous sommes tributaires, comme le disent Houma, du pétrole et surtout du gaz à l'export pour pouvoir manger, nous sommes cuits. نعطوا كلش نغرقوا كاع الغاز في الجزائر ب 100 milliards de mètres cubes. On était à 72 milliards de rentrées en devises en 2011. Qu'est-ce qu'on en a fait? On en a profité pour couler avec. Maintenant, nous en sommes en train de supplier le destin. باش هذا العام 2019 يجيب لنا 30 باش ما يحبش تحت 50. Donc c'est une calamité, c'est la gouvernance, c'est la gestion économique qui est une calamité. En plus, nos décideurs et leurs experts. Ils sont les sujets qui a de l'électricité, ينسب اللي كاين c'est tout un circuit économique qu'il faut étudier. Je suis désolé, je ne vais pas te laisser te cacher derrière cet argument. On est en mai 2019. Bouteflika est fini. Il y a une nouvelle équipe. Attendez. Il y a une nouvelle équipe. Non, parce qu'on parlait de cette gouvernance. Il y a une nouvelle équipe qui va gouverner l'Algérie. On suppose. Ils vont rester dans cette histoire. Ils sont 10 millions accrochés le tuyau. En attendant de diversifier, d'avoir, on va dire, 10-15 milliards de dollars d'exportation en produits manufacturés grâce à des champions de l'économie privée qui vont émerger d'ici 2030, etc. En attendant ça, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir Hukm Rachid qui va permettre une politique de ce type-là, de nous diversifier, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec la politique gazière? Est-ce que, en attendant, on continue d'exporter? Et pour continuer d'exporter, qu'est-ce qu'on fait avec la consommation domestique? Il a fait un très bon calcul sur la base de données existantes, des données qu'on lui a transmises aussi. Sur la base de ces données-là, c'est que l'évolution de la consommation de gaz pour la génération d'électricité en fonction des projections gouvernementales d'installation de centrales devrait déboucher sur les 80 milliards. Il a raison, si on fait le calcul comme ça. Nous, quand on dit les capacités théoriques, les capacités installées de la Sonelgaz qui font 3 fois les capacités installées des privés. Les داخلين معاهم en joint venture ولا وحدهم كما تاع حجرة النص ولا il y a 3 ou 4 privés qui regroupent en tout et pour tout l'équivalent de 5,4 000 mégawatts. 5,4 gigas. La Sonelgaz, c'est son directeur général, l'actuel ministre. Et qu'on a installé pour pratiquement 17 gigawatts. Eh bien, la production en fin d'année facturée, c'est la même. C'est normal, عندك 3 fois les capacités تاع الاخر, vous produisez les mêmes quantités, vous livrez les mêmes quantités aux consommateurs. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les 2 tiers, ils ont été fermés à dessein. حبس انت باش نبيع انا. Alors, هادو les 2 tiers هادو غدوه كي يبدا يبني لنا في لي سونترال وقال لك je vais vous installer 22000 وكذا, استعملت la capacité existante ما استعملتهاش. Donc انا je ne peux pas baser des calculs ou des projections sur des données fumeuses qui ne reflètent pas la réalité et sur des politiques encore plus fumeuses que les données. يا اخي نكونوا صراحه مع بعضنا dans ce pays. Nous, on a marre d'analyser des fumisteries. On analyse des données fiables, on analyse des politiques fiables, on analyse... Ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a des capacités qui sont déjà installées, pour lesquelles on a déjà dépensé, et qu'il s'agit juste de remettre... Non, ça, c'est facile, ça. Il les ferme exprès, باش الاخر يبيع. Oui, mais ça, c'est... وعلاش تبني واحدة أخرى؟ كي عاد بور لانستون راك تشوف روحك باللي السيد راك غلقتي باش هو يبيع، غدوة كي خصك افتح هذيك اللي غلقتها. Donc le programme de génération d'électricité par le gaz, il est surdimensionné compte tenu du parc déjà installé. Qui vous dit en tous les cas, parce que le problème de l'électricité, c'est qu'on n'arrive pas à le stocker. Hein, c'est ça le gros problème. En tous les cas, si vous aviez un plan qui soit le plus proche de la consommation, et non pas loin
des niveaux de consommation, vous allez pouvoir l'étaler dans le temps. Moi, j'ai tant de consommation par an, je vais construire des centrales avec au moins l'équivalent. Mais je ne garde pas une marge de manœuvre extraordinaire en attendant que la consommation existe, ou alors, comme il dit, en attendant de fermer les uns pour pouvoir faire consommer les autres. C'est ça le problème. Messieurs. Oui. Il y a aujourd'hui un décalage, hein, c'est ce qu'on appelle en économie l'intersectorialité. Il y a un décalage entre les différents secteurs et l'harmonie qui devrait marcher dans ces différents secteurs. Chacun, pratiquement, défend sa chapelle. Les gaziers, moi, je vais faire un maximum de gaz. L'électricien, il dit la même chose, etc. Et il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de chef d'orchestre. Vous avez peut-être de très bons instruments. On va essayer de mettre tout le monde d'accord. Sans chef d'orchestre. Et ces chefs d'orchestre, encore une fois, c'est une stratégie. Quand je dis stratégie, il ne faut pas la voir sous la forme théorique. Il faut peut-être un jour demander un vote populaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les Algériens sont d'accord pour qu'on économise un peu de gaz pour les prochaines générations? Parce que là, on est en train de vous manger... m'avez jamais dit comment on économise. Je vous ai mis au défi de le dire, vous ne l'avez pas dit. Hein. Les prix. Moi, j'ai dit les prix. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire on les vend. Incroyable. الناس رايحة la voiture électrique. الناس رايحة la pile à combustible, à hydrogène. Même t'économiser, ils vont se gazer avec. Ils vont pas l'utiliser, ils vont se suicider avec ça. Nos amis auditeurs qui n'ont peut-être pas compris, quand on dit les prix, ça veut dire qu'il y a une politique tarifaire de sonner le gaz qui doit changer pour que les gens fassent plus attention à l'électricité. Derrière l'électricité, il y a du gaz. Non, de toute façon, avec le nouveau dinar que nous prépare le gouvernement, même avec les actuels tarifs, D'accord. On n'a pas de quoi acheter donc Fatah Etali vient de prononcer un mot qui m'amène à la prochaine question. On a bien vu que la valeur ajoutée du gaz à l'export dans les 20 prochaines années n'est pas garantie parce qu'il y a une bulle qui peut se former et il y a des prospectives qui disent que le marché énergétique mondial, notamment sur des blocs régionaux, va devenir plus un marché électrique. Messieurs, est-ce que vous croyez à la capacité de l'Algérie d'exporter demain, à la place du gaz, plutôt de l'électricité, a fortiori, évidemment, puisqu'on a une problématique climat, de l'électricité verte? Est-ce que ce projet-là, vous y croyez? Qu'est-ce que tu entends par électricité verte? Ils ont le renouvelable à exporter par câble. En électricité, on produit de l'électricité en Algérie, on exporte directement de l'électricité verte. C'est-à-dire dans la source a été du solaire. Ça a été produit dans une centrale thermique ou dans un champ photovoltaïque. Les énergies renouvelables, il me semble qu'à un moment donné, attendez, 40 ans en arrière... Je pose la question, je complète. Les 22 gigawatts prévus dans le programme de Yousfi, qui a gonflé le programme de 22 gigawatts. 22 gigawatts à 2035. Il rêve de Moussi. Au chalet, non, c'est que c'est pas réaliste. 2 gigawatts et pas revenir. On sait que c'est pas réaliste, mais pour une fois que Yousfi nous fait fantasmer, on va pas cracher dessus. Je fantasme pas, la question, c'est que dans les 22 gigawatts, il y en a 8 qui sont réservés à l'export. Donc d'électricité verte. C'est prévu comme ça. Le reste pour la consommation domestique. Est-ce que vous y croyez? J'ai dit que l'immigration, c'est le sauvetage de ce pays. Il faudra peut-être exporter 10 millions d'Algériens compétents que je vais où ça s'arrête là. Cette histoire d'électricité verte, d'électricité bleue. Il y a l'électricité tout court, des centrales à cycle combiné pour des considérations de clauses contractuelles avec des boîtes mercantiles. 22 mégawatts. On produit 480 mégawatts d'électricité propre, verte, d'origine renouvelable, entre le solaire et l'éolien. Donc on n'est pas complètement nul. Le mode économique, attendez, ça coûte cher. البوطوات تاع الكليراج هذوك طريق برج منايل لا جندرموري مساكن في الاخر هذوك كاع مخدومين في الحساب هذوك زادوهم لك في الحساب متر كاري دو بانو شراه السيد علقوه في بوطو داخل في ال 400 ميجاوات évidemment moi je suis d'accord pour cette formule. N'est pas comptabilisé. Je suis d'accord. Non, c'est hors le décentralisé n'est pas comptabilisé. Ils ne pourront jamais réaliser. Aucun pays au monde, d'ailleurs, n'a pensé à faire 22 000 mégawatts en photovoltaïque. Ça, c'est des centrales thermiques gigantesques. Ça coûte extrêmement cher. C'est ça le modèle algérien. Le modèle algérien. Qui paye les cellules voltaïques? Attendez, quand on a lancé... Attendez, mais qui paye quand on a lancé
le GNL, Oui. il était pas compétitif hein, en 63 avec la C'est Camargue à britannique. l'époque. Il n'était pas compétitif. شكون اللي خلص؟ Il y a une partie, c'est La Banque mondiale. le projet de lancement de C'est la de Banque mondiale, parce que la bien sûr. Banque mondiale faisait confiance aux projections du gouvernement de l'époque. Aujourd'hui, ما كان حتى بنادم يعني في عقله il fait confiance aux projections تاع الجماعة هذو. Mais هذوك اللي يخلصوا bientôt. Donc on va essayer Ah de ouais, il réfléchir faudra sans 10 se ans battre. باش نساويهم للناس. يهودي الناس c'est pas du jour au lendemain qui change d'avis. Donc, je reviens à ma question. La dernière solution face à cette, on va dire, ce déclin historique, la déplétion des hydrocarbures, c'est quand même le renouvelable. C'est Farhat toi-même qui a évoqué la voiture électrique. Donc, il y a dans le monde, les projections le disent, une consommation de plus en plus importante d'électricité qui est due notamment dans la mobilité, qui va tourner beaucoup avec de l'électricité. Le virage vers le renouvelable, pourquoi ça coince ? Ça coince parce que justement, c'est des politiques publiques non préparées. Ça coince par effet d'exagération. 22 000 mégawatts. Nous avons les voisins, parce qu'on revient toujours chez les voisins. Ils tournent à peu près à 600 mégawatts avec une centrale à plusieurs variantes d'ailleurs. Ouarzazate, oui, il y a plusieurs technologies. Ça coûte cher et puis on ne se lance pas d'un coup comme ça. Où est-ce la technologie pour les centrales thermiques? Où est-ce des entreprises capables de le faire? Et d'ailleurs, la dernière fois qu'ils en ont parlé de ce fameux programme, شكون اللي جاو كاع لي سبيسياليست تاع لي مارشي بوبليك، ما كاش واحد فيهم يقدر يرقع انتريبتور في دارو وقال لك كاع نديروا رونوفلابل اخويا، لا دير رونوفلابل انت، يعني واش نديروا تدخل انت في الوسط الجماعه هذو. Attendez messieurs, les choses sont en train de changer. Il y a Condor qui a investi pour 400 mégawatts de panneaux disponibles. De panneaux هذاك شنو؟ Il y a Ores Solaire qui a Est-ce qu'il fait je suis désolé pour les autres. Est-ce qu'il fait la cellule voltaïque? Mais on commence à avoir un réseau. Est-ce qu'il fait les cellules? Il encadre des cellules. On va venir au téléviseur, etc. C'est la même chose, c'est du SKD. C'est pas du SKD. Même pas. كيفاش تلصق انت des cellules chinoises dans un panneau d'aluminium وتقول لي j'ai investi. L'aluminium Est-ce que je peux vous poser une question? Quand on a fait Skik Day Arze, Oui. les GNL 1 et 2, est-ce qu'il y avait des équipements produits en Algérie? Pardon? Des équipements produits, le GNL c'est une usine. Est-ce qu'il y avait des composants de cette usine produits en Algérie? Non. Pourquoi on pose la condition? Je me fais encore une fois. Je sais que je vais me faire fumer par les commentateurs sur YouTube, mais c'est pas grave. Je prends ça sur moi. Là, pourquoi? On fait des populismes pour ne pas se faire fumer. Oui, absolument. On va te fumer justement. En plus, on n'a même pas de modérateur, donc les insultes restent pendant très longtemps. Cette conditionnalité introduite par M. Boutelfa, bon, elle est discutable. J'espère pouvoir le recevoir un jour ici pour nous expliquer sa démarche. La conditionnalité d'industrialiser en Algérie les composants de la filière du renouvelable en Algérie. Est-ce que c'est une conditionnalité qui est invalidante et qui va empêcher tout programme de renouvelable? Saddam n'a aucune chance de faire des cellules. Alors maintenant, si on passe au solaire thermique, c'est autre chose. Une seconde. Tu voulais dire, Mourad, est-ce que c'est invalidant ou pas? Est-ce que toi, tu l'aurais maintenu, cette conditionnalité? Il y avait, dans les années, bon, là aussi, on va me dire, je suis tout le temps en train de regarder derrière. Dis-nous d'abord si c'est invalidant maintenant. Il y avait des contrats où on obligeait le partenaire à mettre en place un programme pour que un certain nombre de produits, de composantes soient faites en Algérie avec un programme à moyen et long terme. Rappelez-vous qu'à l'époque, on était passé de contraints j'arrive. Moi, j'étais à Sonacom, donc je peux en parler. On faisait des contrats. On nous disait clé en main. Oumbad. On maîtrisait plus. Qal produit en main. Oumbad. On maîtrisait plus. Qal une partie à l'exportation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces contrats-là, on n'a pas prévu de faire en sorte qu'un certain nombre de composantes qui ne sont pas très très élevées dans la technologie, qu'on peut faire, disons qu'on peut faire, eh bien on les faisait. Ça augmente le tissu industriel. Hein. Le meilleur exemple, c'est l'industrie automobile. Hein. À part le bloc moteur et les aciers, tout le reste, il y a les plastiques, les cuirs, tout ça, etc., etc. C'est du domaine du possible. C'est du domaine du possible. Alors, si on ne le fait pas... Je vais être précis parce qu'on est sur le solaire. C'est le solaire. Une centrale, on va rester sur le...
On est obligé d'être technique. Pas sur le photovoltaïque, sur la première expérience qu'il y a eu, c'est le thermique solaire, le concentré. Non, mais alors, il y a, qu'est-ce que c'est? C'est une hybride qui fait 5% de solaire thermique. Alors, on a des panneaux des miroirs, des réflecteurs. C'est une industrie autodirectionnelle. Ce sont des brevets qui sont détenus par 3-4 grandes entreprises, dont la principale dans le monde, elle est israélienne. On a les tubes caloporteurs qui vont transporter la chaleur, et puis on a le système central. Le système central, c'est une turbine. Ça peut être Siemens, ça peut être un autre fournisseur, General Electric, qui est installé en Algérie. Alors, quand on pose des conditions sur une filière comme ça, d'industrialiser en Algérie les composants, est-ce qu'on ne s'est pas auto-éliminé? Non, ils ne te donneront pas le cœur de la recherche-développement, mais c'est clair. Mais je ne parle pas de cela, moi je ne parle pas de ça. Je dis mettre en place un certain nombre de petits projets, de petites et moyennes entreprises. Hein. Miroir parabolique, c'était le mot que je cherchais. Miroir parabolique. Voilà. Qu'on peut sous-traiter. D'ailleurs, comment font les grandes entreprises? Par exemple, dans le médicament, hein, qu'est-ce qu'ils font? La molécule, la recherche pure, la molécule, mais au bout d'un certain nombre d'années, une fois qu'ils ont amorti l'ensemble des coûts de la recherche-développement, ensuite, il la cède sous la forme de générique. Est-ce que, messieurs, les lobbies du carbone en Algérie, il existe, il est puissant, qui veut maintenir les hydrocarbures et qui n'a pas envie de la montée du renouvelable, n'a pas inventé une conditionnalité exprès pour couler le programme du renouvelable? Je vous pose la question. Tu leur prêtes beaucoup d'intelligence. Ce n'est pas un lobby au sens politique et de gros intérêts. C'est vraiment un lobbying, je dirais, accro aux hydrocarbures. Il n'a pas d'autre choix, même dans sa tête, il est formaté hydrocarbures. Et en plus, il en vit, pas plus que ça. C'est pas de grands groupes là, qui m'affirment américain dans les Burton. C'est une boîte publique. Donc le petit lobby qui traîne dedans, c'est pas des milliards de dollars qui l'attend. Pourquoi ces gens-là, ils sont formatés au solaire? Bon, c'est vrai qu'on a du soleil, mais le soleil, il passe sur toute la planète. Ce n'est pas le désert algérien. C'est une pile. Le désert algérien, c'est pas une pile, c'est pas une batterie. C'est voilà peur qu'on s'allume Ceci dit, on appelle ça cellule photovoltaïque, mais calorifico-voltaïque. C'est la lumière. À 26 degrés, c'est la meilleure température. À partir de 26 degrés, voilà, plus chaud. Ou en plus de ça, le sable interné, il est abrasif. Ça pose un sacré problème, justement, les abrasifs. علاش ما خموش على l'énergie marémotrice? Tiens, on a les tempêtes العام. On le constate d'ailleurs avec les naufrages. Donc, l'énergie marémotrice, les Brésiliens y pensent, les Portugais y pensent, le Costa Rica. En fait, dans la transition, c'est un mix interne. Le solaire est dominant, c'est même pas un débat. L'éolien, s'il n'est pas marin, c'est pas la peine d'en parler. Ou avec les hauts plateaux, certaines zones qui sont vraiment exposées au fond, ou bien avec l'éolien marin. Sinon, le reste, c'est une blague. Les Allemands, ou les Danois, c'est l'éolien marin. Le marémoteur et l'éolien, on a fait ça à titre expérimental, et aussi pour tromper l'ennemi. Le solaire thermique ou بعد فاقوا الاخرين دي بريفي على بالو بلي في السولير تيرميك il a aucune chance. Il va pas faire des miroirs paraboliques, encore moins des collecteurs calorifiques داخل. Donc moi je dis le photovoltaïque نروح ليا للدار نجيبوا des cellules chinoises, on les imbrique, on dit chouette à l'aluminium, on n'en parle plus. Les onduleurs ils les fabriquent pas. Parce qu'ils font un onduleur. C'est un début. Et ben c'est la fin. Pour l'automobile, c'est la fin. Non, bah l'automobile ça risque d'être la fin avant le début. ما قالكش ناخر 30 سنه باش نلحقوا l'intégration. Mais si on n'a pas eu le temps de débriefer l'année, de parler de l'année 2019, on en parlera à la première émission de l'année prochaine. En attendant, on se retrouvera un lundi sur deux et entre-temps, nous vous souhaitons une très bonne année, une très bonne fin d'année, bonne fête de fin d'année. À comme ça, à très bientôt. Merci messieurs. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.